passionnantes. Juste avant de les présenter, je me présente très rapidement. Je suis Karine Durand, je suis spécialiste des phénomènes météo extrêmes. J'ai fait mes formations aux États-Unis en partie. Je suis également présentatrice sur la chaîne de télévision CNews et également experte pour le site Futura Science. Voilà pour moi. Alors, les deux personnes que nous recevons, déjà, je vais vous présenter Serge Zaka, qui est docteur-chercheur en agroclimatologie, membre du conseil d'administration d'Infoclimat et bien sûr chasseur d'orage. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Et comme la chasse à l'orage, c'est quand même une activité qui est assez dangereuse, s'approcher au plus près de ces phénomènes, ça comporte des risques. Nous avons également invité Stéphane Schmitt, qui est spécialiste des systèmes d'alerte aux orages, qui est chargé de l'innovation produit pour Météorage. Météorage qui est une filiale de Météo France, d'ailleurs, je le rappelle. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue à tous. Alors je vais laisser quelques minutes à la fin si vous avez des questions, mais en attendant, on va commencer par parler du cœur du sujet, d'un sujet passionnant, la chasse à l'orage. Serge, je commence par toi. Tu es un passionné météo depuis l'enfance, tu es adhérent à Infoclimat depuis tout jeune, je crois. Tu as fait de la météo et du climat d'ailleurs ton métier. Tu es aussi chasseur d'orage, tu parcours la France pour prendre les meilleurs clichés, on en verra quelques-uns. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts? Comment est-ce que tu es devenu chasseur d'orage? C'est la question qu'on me pose tout le temps, alors j'en sais rien. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis chasseur d'orage. On va dire que je suis né pour ça. Depuis que j'ai l'âge de 8 ans, voilà, je me passionne par le ciel et je pense que la plupart des personnes ici, c'est le cas. L'événement vraiment qui a déclenché un peu cette... J'avais vraiment une sensibilité à la météo dès mon plus jeune âge, mais l'événement qui a déclenché cette volonté de travailler pour le climat, c'est la tempête de 1999. Je pense que les jeunes ici l'ont peut-être pas connu, mais les plus âgés, ils l'ont connu. Et vraiment, c'est de voir ces dégâts qu'il y avait. Moi, j'habitais à Versailles, l'une des villes les plus impactées. Ouais, ça m'a donné envie d'aller sur le terrain, de comprendre. Bon, il y a eu un petit moment où ma mère était un peu inquiète. Elle me laissait pas sortir. Quand à 10 ans, moi, je voulais sortir dehors dans les orages faire des photos. Elle me laissait à l'intérieur. Mais à partir de mes 15 ans, voilà, j'ai eu un peu la liberté et puis je suis parti chasser l'orage. Alors, tu vis à Montpellier, je crois. C'est Oui. l'une des zones les plus orageuses de France, c'est pas un hasard. Alors, il y a mon centre de recherche à Montpellier. Ouais. Mais j'avais le choix après ma thèse et j'ai choisi la zone la plus dangereuse de France, voilà. Pour prendre les meilleurs photos. En parler tout à l'heure. Et justement, on va en parler avec Stéphane Schmitt. Alors toi, tu travailles pour Météorage. Tu es en charge de concevoir des outils de détection de la foudre pour des clients. Alors, tu n'es pas météorologue, mais tu as quand même une formation en sciences de gestion et du management des risques. Alors, juste pour situer le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas Météorage, le but de Météorage, c'est vraiment de faire de l'avertissement à partir des observations. Donc forcément, vous avez une grosse base de données à Météorage. On va en parler et on va parler également des zones les plus orageuses de France. Quelles sont justement les zones les plus orageuses et les zones les moins orageuses de France? Alors là, c'est une grande question. À votre avis, est-ce que le public a une idée des zones les plus foudroyées de France? Dans l'assistance? Le Gard, j'ai entendu le Gard. Bon, bah voilà. Bah, écoutez, on a répondu à la question. Et donc, je vais dire à Karine qu'on peut passer à autre chose. Donc, effectivement, le Gard fait partie des 4 départements ou les 5 départements les plus foudroyés. Oui. Oui, en zone montagneuse. Et donc, notamment en France, les Alpes de-Haute-Provence. Le Gard, le Vaucluse, effectivement, le Sud-Est. Et alors, un peu plus difficile, enfin, je ne sais pas, mais les zones les moins foudroyées de France. La Bretagne. Oh, là, Serge, il triche. Effectivement. Est-ce que vous avez une idée du rapport? Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre d'éclairs au kilomètre carré par an? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a un orage, il produit des éclairs, et en fait, on va avoir donc eh bien une répartition spatiale des éclairs. À votre avis, combien il peut y avoir d'éclairs au kilomètre carré par an en France, en moyenne? Est-ce que vous avez des ordres de grandeur? 2. Mais en fait, c'était pas la peine de m'inviter, puisque non, on est effectivement pas loin. C'est à peu près ça, les ordres de grandeur, tu as tout à fait raison. Et donc là, par exemple, dans le sud-est de la France, les Alpes de Haute-Provence, on arrive à 4. Il y a des zones où on peut arriver à 6 impacts au kilomètre carré. Et puis en Bretagne, on est à 0, quelque chose. Et même dans les zones, on est à 0,02. Et ce qui fait que, pour vous donner un ordre de grandeur, Nîmes est 30 fois plus foudroyé que Quimper.
Alors justement, on parle de la Bretagne. Il y a un cas très intéressant qu'il faut qu'on mentionne sur la Bretagne. Alors c'est l'une des zones les moins foudroyées, mais pour autant, la Bretagne est quand même l'une des zones où on a les orages les plus violents, les éclairs les plus puissants. Voilà, exactement, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit toujours les mêmes qui subissent les affres du temps. Et en fait, la Bretagne, la particularité de la Bretagne, c'est qu'on a très peu d'impact, effectivement, mais en fait, on a des impacts de très forte amplitude, parce qu'en fait, les réseaux aujourd'hui de détection de foudre sont capables de localiser les éclairs, mais aussi de mesurer l'intensité électrique des décharges. Et donc là, en faisant une analyse, comme Karine le disait, on a une base climatologique aujourd'hui de plus de 35 ans même, puisque Météorage fête ses 35 ans, et donc qui nous permet de faire une analyse qualitative, qui n'existait pas avant, et qui nous a permis de voir qu'en fait, en Bretagne, on avait un impact sur 5 qui était violent, c'est-à-dire qui dépassait les 50 kA. Voilà, alors pour les physiciens, vous voyez que déjà l'ampère, c'est une valeur qui est déjà un peu surnaturelle, puisque dans vos installations électriques, on est en milliampères. Un cœur, il s'arrête de battre sur un choc à peu près 40 milliampères. Et donc là, en fait, on a des impacts qui sont à 50 000 ampères, et même au-delà, avec des supervolts à 200. Et donc, effectivement, comme disait Karine, on a identifié des spots en Bretagne où on a des impacts vraiment très, très violents. Ça, on ne se l'explique pas vraiment, en fait. Pourquoi en Bretagne ? Les explications, c'est toujours pareil. C'est toujours très compliqué de trouver des liens de corrélation, sachant qu'en fait, cette étude, on l'a également menée sur d'autres zones. Et en fait, la Bretagne n'est pas le seul cas. Alors pour la France, oui, on identifie très clairement ces zones. Mais à l'échelle européenne, par exemple, les Asturies, la Galice, sont aussi, alors c'est pas pour rien qu'on les appelle la Bretagne d'Espagne, et effectivement, en fait, ceux qui leur ont attribué ce nom ne savaient peut-être pas qu'il y a des similitudes en termes de climatologie sur ces zones-là. Ouais. Mais les caractères explicatifs sont pas si évidents que ça à ce jour. C'est ce qui rend compliqué l'activité de chasse à l'orage. On va en parler, Serge, justement. Alors concrètement, comment est-ce que s'organise une chasse à l'orage ? Comment tu te prépares ? Quel type de prévision tu consultes ? Les modèles, les outils ? Alors, c'est une question très compliquée. Demain, par exemple, il y a des orages de prévus ici du côté de la région parisienne. Je ne sais pas où je dors, je ne sais pas ce que je mange et je ne sais pas où je commence et où je termine. En général, en fait, on a une zone de chasse qu'on détermine 5 jours à l'avance, c'est une région. 2-3 jours à l'avance, on a le département. Et le jour même, on sait à peu près où on se positionne dans le département. Mais les prévisions sont pas toujours exactes, donc on se repositionne après au sein du département. Donc le chasseur d'orage, en fait, c'est juste une personne qui s'adapte. Qui s'adapte pour manger, qui s'adapte pour dormir. C'est un aventurier, en fait. Voilà, on n'est pas, tout n'est pas tracé en ligne droite et puis on va sur un spot, on prend des photos et on revient. C'est vraiment, on ne sait pas ce qu'on fait en réalité et on fait vraiment au feeling sur le moment. Donc c'est l'expérience qui compte. C'est pour ça qu'il faut plusieurs années de chasse pour faire de belles photos. C'est l'expérience qui compte. Pour demain, des orages de prévus entre 19h et 22h ici. Moi je suis en Normandie parce que je dois avoir une station météo. Je sais pas, c'est vraiment sur le moment, avec les données de météo orage, avec les données de Météo France, les cartes de radar, les cartes d'impact de foudre, qu'on se repositionne sur le terrain. Donc une journée, on peut pas dire qu'on a vraiment une organisation, parce qu'il n'y a aucune journée type en fait pour un chasseur d'orage. Et c'est ça qui est passionnant en fait, c'est que on part à l'aventure. Voilà. Tu prends la décision vraiment au dernier moment de partir ou pas ? Alors non, c'est pas au dernier moment, enfin surtout si on a une famille, mais on s'organise en fait. Mais c'est qu'on prend la décision de où on se positionne et en général c'est au dernier moment. Par contre, on sait qu'on a un risque d'orage, mais on ne sait pas où encore. Voilà, donc c'est vraiment le dernier moment qui est très, très important pour les chasseurs. Tu as des modèles de prédilection que vraiment tu consultes plus que d'autres avant ? Oui, moi j'avais Euro 4, un modèle qui était très efficace pour les orages qui malheureusement n'est plus en ligne disponible gratuitement. Il y a Arome qui est disponible sur Infoclimat ou Météo Ciel, c'est le modèle de Météo France. Après, il y a d'autres modèles sur le plus long terme, comme celui l'IFS, celui de l'ECMWF et GFS. Donc tous ces modèles-là sont disponibles, si vous voulez faire votre propre chasse à l'orage, sont disponibles sur Météo Ciel ou Infoclimat. Et alors, on va parler du matériel aussi, très important. Quel type de matériel, quel type d'appareil photo ? J'imagine qu'un smartphone, c'est pas terrible. Hein. Alors, paradoxalement, maintenant, les smartphones, ils commencent à faire de très belles photos, parfois même plus belles que les photos avec les réflexes. Ah ouais.
On a l'habitude de chasser avec les réflexes, les chasseurs d'orage. Mais le plus important, c'est pas l'appareil photo. Bon, bien sûr, c'est comment on maîtrise et où on est pour la photo. Le plus important, c'est le trépied. On n'y pense pas, mais on ne peut pas faire de photo d'orage sans trépied. Puisqu'une photo d'orage, c'est une photo qui dure plusieurs secondes. Donc quand on bouge, eh ben, ça devient tout flou. C'est une voiture qui passe, par exemple, pendant une photo qui dure plusieurs secondes, ça fait un filet, mais ça, on ne voit pas la voiture. Donc si on bouge pendant qu'on fait la photo, bah, les villes ou les bâtiments vont être tout flous et la photo ne sera pas belle. Et l'éclair même, il peut être flou. Donc le plus important, c'est le trépied. Et ensuite, bah, suivant notre budget, on peut avoir un appareil photo plus ou moins performant. Ceux qui veulent faire des agrandissements comme on a ici, mieux vaut avoir un réflexe. Ceux qui veulent faire juste des photos pour faire le buzz sur Instagram ou sur TikTok, il suffit juste d'un téléphone portable. Et le mode, du coup, le mode pour prendre la foudre, c'est vraiment le mode feu d'artifice? Alors, pour les appareils photo, c'est le mode nuit ou feu d'artifice. Ça existe dans certains appareils photo. On pourrait même l'appeler, le mode feu d'artifice, il pourrait même s'appeler le mode photo d'orage. En fait, c'est exactement la même chose. Par contre, pour les réflexes, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas automatique. C'est le mode manuel. Donc c'est nous qui réglons notre temps de pause, notre sensibilité à la lumière. Et donc ça va un petit peu plus dans le professionnel, on va dire, pour utiliser le réflexe. Ok, alors il faut qu'on parle de cette photo qui a fait le tour du monde, Serge. Ta photo d'un orage à Cannes qui a gagné le concours mondial de meilleure photographie du monde 2021. Bravo, il faut l'applaudir d'ailleurs. Merci. Et on la voit à l'écran, justement. Alors raconte-nous tout sur cette chasse, raconte-nous l'histoire de cette photo. On verra quelques timelapses vidéo aussi. Vous êtes sûr que vous voulez savoir parce que ouais. D'ailleurs la photo, il y a plusieurs exemplaires ici si vous voulez pour en prendre à la fin. N'oubliez pas de la mettre dans une pochette, il y a des pochettes parce que sinon il y aura les traces de doigts dessus. Bon. Cadeau de Serge. Alors, cette photo, l'anecdote de cette photo c'est que en fait, moi je dormais dans la voiture. J'étais avec plusieurs chasseurs d'orage, dont un chasseur d'orage qui s'appelle Dorian, qui est mon binôme dans le sud de la France. Et Dorian, il a la particularité de ne pas me porter chance. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une photo, une sortie avec lui, en général, ça se contente d'un McDonald's et puis on rentre à la maison parce qu'il n'y a pas d'orage. Donc cette fois-ci, j'ai anticipé, je lui ai dit « Ok, on se fait le McDo à Cannes et puis après, moi, je vais me coucher parce que je sais qu'il n'y aura rien. » Après, lui, il m'a dit « Mais si, il y aura quelque chose. » Moi, je lui ai dit « Mais c'est pas grave, mets-toi sur le bord de mer, moi, je vais dormir. » Et donc Dorian, à 2-3 heures du matin, il est revenu me réveiller, il m'a dit « Ouais, il y a un orage qui se forme. » J'ai dit « Non, mais il n'y a pas d'orage, laisse-moi dormir. » Puis au final, il a pris mon appareil, il m'a traîné. Je me suis rhabillé, je suis allé sur le bord de mer et effectivement, il y avait un orage. Et ça, c'est le premier éclair qui est sorti. Donc, cette photo, c'est pas à mon appareil, ni à personne d'autre, ni à moi-même qu'on doit le remerciement, mais c'est à Dorian. Donc, je lui dédicace, parce que sinon, je serais en train de roupiller après un bon Big Mac. Voilà. Et alors, justement, on a des photos qui sont superbes, on en verra peut-être d'autres. À quel point on peut retoucher une photo? Certaines photos, je ne parle pas forcément des tiennes, mais sur les réseaux, sur Twitter, on voit des photos superbes des États-Unis normalement, qui sont quand même un petit peu retouchées. À quel point on peut retoucher les photos d'orage? Alors, aux États-Unis, elles ne sont pas juste un tout petit peu retouchées, elles sont vraiment format Instagram pour cliquer dessus. Donc, en gros, c'est luminosité à fond et la totale et le contraste. Alors, les chasseurs des États-Unis ont la particularité de rechercher le sensationnel parce qu'ils ont des orages sensationnels. Donc ils font des photos avec des couleurs inimaginables et moi c'est pas ce que j'aime. Et en général en France c'est pas ce qu'on aime. Ce qu'on aime nous c'est plutôt la poésie parce que nos orages sont un peu nuls en fait par rapport aux États-Unis. Et donc on se contente de ce qu'on a et donc on essaye de faire ressortir le beau au lieu de l'exceptionnel. Et donc la plupart des chasseurs français dont moi on retouche très peu nos photos. Puisque on veut garder ce côté un peu poétique et vraiment on veut garder ce côté artistique. Et si on rajoute des couleurs et des éclairs, en fait, ça dénature complètement la photo. Donc cette photo que vous avez à Cannes, je l'ai très peu retouchée. J'avais la chance par contre d'avoir la pleine lune qui éclairait parfaitement le nuage, donc je n'ai pas eu besoin de la retoucher. La lune l'a fait à ma place. Sur certaines photos, les plus grosses retouches qu'on fait, c'est le jaune. Parce que comme vous pouvez le savoir, la pollution lumineuse est très importante autour des villes. Et en général, les photos ne sont pas bleues. Là, c'était en mer au large de Cannes. Donc, il n'y avait pas trop de pollution lumineuse. Mais en général, les photos sont beaucoup plus jaunes. Donc nous, on réintroduit du bleu.
mais c'est pas une retouche, en fait, c'est presque une réintroduction naturelle de ce qu'on devrait observer dans la vraie vie, en fait, sans la ville. Voilà. Donc, des photos très peu retouchées, plutôt naturelles. Et je pense que ce qui se fait aussi le charme de la photo, quoi. C'est vraiment ce qui s'est passé. On n'invente pas des choses exceptionnelles, quoi. Voilà. Bah, bravo encore une fois. Justement, on parlait de la puissance des orages, différence France-États-Unis. Stéphane, à Météorage, justement, on travaille sur la puissance des orages. Et ce n'est pas que de l'observation, on fait un petit peu de prévision ou pas de... Alors, oui, on travaille. En fait, on a identifié il y a quelques années. En fait, les évolutions technologiques de ces dernières années nous ont permis de détecter non plus uniquement les éclairs nuages-sol, hein, c'est-à-dire que au départ, les réseaux détectaient que les impacts au sol. Ces dernières années, en fait, on a eu cette capacité technique à aussi détecter une partie de l'activité intranuageuse. Et en fait, un des intérêts, on s'est aperçu un peu par hasard que dans certains orages, en fait, on avait ce qu'on a appelé le lightning jump, c'est-à-dire le saut électrique. Et à un moment donné, dans certains orages, en fait, on a une brusque fréquence orageuse, notamment d'intranuages, pas forcément de nuages, d'éclairs nuages-sol, mais d'intranuages, donc qui restent à l'intérieur des nuages, qui augmentaient de manière brutale. Voilà. Et à partir de là, en corrélant notamment avec des données exogènes, comme par exemple les données de l'ANELFA, la grêle, hein, vous savez, les agriculteurs donc, qui sont victimes de la grêle, eh bien, on a analysé a posteriori, en fait, à partir de ces informations, eh bien, essayer de déterminer si on avait ce jump électrique qui aurait pu nous donner des indications sur la sévérité des orages. Voilà. Et en fait, les premières études qu'on a menées ont été plutôt très bonnes, puisque la plupart des cas ont été corrélés. Et là, on travaille actuellement avec une start-up italienne sur une autre, donc là je vous parle de la grêle, mais un autre intérêt qui est notamment sur les fortes précipitations. C'est-à-dire qu'on a identifié 3 cas dans la région de Turin pour lesquels on a eu des fortes précipitations avec derrière des inondations. Et en fait, on a, nous, identifié un jump électrique 30 minutes avant. Voilà, donc on espère, alors malheureusement pas en prévision, c'est-à-dire que nos outils d'observation restent à très courte échéance, hein, c'est-à-dire que, Karine le disait, ma spécialité c'est l'alerte et l'avertissement, et donc on est vraiment sur des capacités à 1 heure, hein, alors un peu plus dans certaines zones, mais dans ce qu'on appelle un peu le nowcasting, mais dans sa première partie qui est basée sur l'observation. Alors justement, c'est super intéressant. Météorage fournit des données à des clients industriels principalement, des parcs d'attractions, des campings. C'est bien, mais ces données, elles seraient bien utiles aux chasseurs d'orage, aux passionnés météo, au grand public. Est-ce que c'est prévu ? Oui, alors j'aime bien venir dans dans ce genre d'événements parce que j'ai fait une émission justement que les chasseurs d'orage connaissent peut-être, le paratonnerre, où on m'a posé effectivement aussi ce type de questions. Et en fait, on travaille, comme le disait Karine, hein, mon rôle c'est aussi d'essayer de trouver en fait des outils à destination d'utilisateurs. Et effectivement, je travaille sur des outils qui pourraient être et des modèles économiques parce que la difficulté, nous, de notre donnée, c'est qu'elle n'est pas, c'est pas une donnée publique. Hein, c'est pas une donnée. On est une filiale de Météo France, mais en fait, on est propriétaire de notre réseau et en fait, on n'a pas de subvention de l'État à travers Météo France. Et donc, en fait, on est autofinancé. Or, un capteur en France, si vous voulez, il faut une vingtaine de capteurs pour localiser les éclairs. Donc vous pourrez me dire, oh 20 c'est pas beaucoup. Voilà, mais chaque capteur coûtant un peu plus de 50 000 €. Vous voyez que très vite, avec des capteurs et des évolutions techno qui font qu'on en est à notre 10e génération. Voilà, donc du coup il y a des coûts, mais effectivement je réfléchis depuis quelque temps déjà à quelques applications qui vous permettraient, eh bien, c'est ce que je faisais tout à l'heure en cherchant mon smartphone, non pas que je m'ennuyais sur les propos de Serge, mais vous voyez un peu, je ne sais pas si vous voyez, mais ce type en fait ce type d'outil qui me permet de me géolocaliser et de déterminer s'il y a des orages à proximité, notamment parce qu'on en parlera peut-être, mais il y a aussi un caractère dangereux, hein, c'est-à-dire pour les chasseurs d'orage. Et là, Serge aussi vous dira quelles sont à mon avis, les meilleures façons de filmer, de photographier des orages. Hein, c'est pas en dessous de l'orage.
Donc voilà, donc effectivement c'est en cours en tout cas. Peut-être pour le futur. Serge, il faut qu'on parle aussi des tornades. Alors en France, on a des tornades. On en a entre 20 et 50 par an, peut-être plus. C'est juste qu'on les signale, on ne les repère pas tous, pas toutes. Le plus souvent, ces tornades, elles se produisent en Normandie, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Charente-Maritime, le Var et l'Aude. Serge, est-ce que tu as déjà observé une tornade? Alors oui, j'ai déjà vu une tornade. Une EF0, hein, on est en France, on n'est pas en Amérique, donc l'échelle la plus basse des échelons. J'ai vu une tornade forcément quand je ne chassais pas l'orage, quand je ne m'y attendais pas. C'était sous un orage très faible, en pleine journée, une averse. Comme la plupart du temps, en fait, quand on veut chasser la tornade, il n'y en a pas, et quand on ne l'attend pas, il y en a une. Et j'étais avec mon covoitureur qui ne savait pas que j'étais chasseur d'orage. Le pauvre, il s'est retrouvé dans une histoire. Et je lui ai dit, tu prends des vidéos, des photos, je t'expliquerai après sur l'aire d'autoroute. Puis du coup, la tornade a traversé l'autoroute juste devant nous. Et c'était où? C'était sur le péage de Saint-Arnoux. D'accord. Et donc j'ai fait un report sur Infoclimat tout de suite. Et après, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute et je lui ai expliqué avec qui il était parce que le pauvre, il se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai vu une tornade, mais j'en ai pas vu d'autres. Même pas de trombe alors que j'habite à Montpellier. C'est pas forcément ce que je recherche. Moi, je suis plus fan de foudre. Après, si jamais il y a une trombe dans ma photo, je vais pas l'effacer, hein, mais voilà. Mais c'est pas forcément ce que je recherche. Peut-être qu'un jour, j'irai en Amérique comme la plupart de mes confrères. Peut-être une fois dans ma vie pour éviter le bilan carbone désastreux, mais juste pour voir, voilà ce que c'est une tornade. Ouais, sinon, on a l'Italie qui est plus près, où on a pas mal de tornades aussi. Oui, mais je fais attention au bilan carbone quand même un minimum. Ah, c'est vrai. Et il faut savoir Très que, bonne remarque. quelque chose de très important, il y a plusieurs centaines de tornades en France par an. Hein. C'est pas entre 20 et 50, il y en a même plus. On a l'impression qu'il y en a plus en France, puisque maintenant tout le monde a des smartphones. Et donc on a l'impression que le changement climatique induit plus de tornades, mais en fait non, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas d'études en tout cas qui le montrent. C'est juste qu'on a une sensation qu'il y a plus de tornades, puisqu'on peut tous les filmer maintenant depuis 10 ans. Et donc c'est une impression artificielle du changement climatique, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est vraiment un effet sociétal avec les téléphones. Ouais, même aux États-Unis, on a eu quelques années, on avait un déficit entre guillemets de tornades malgré le changement climatique. Comme quoi, effectivement, ça n'a pas de rapport. Et d'ailleurs, il faut qu'on parle un petit peu du danger de la chasse à l'orage, parce que c'est vrai que ça a l'air bien sympa, hein, comme ça, d'aller chasser les orages entre copains. Ça l'est, mais c'est aussi une activité qui est très dangereuse. Notamment au niveau des carambolages aux États-Unis, on a beaucoup de carambolages de chasseurs d'orage qui se mêlent à la police, aux pompiers, aux habitants qui fuient, et ça donne des conditions chaotiques sur les routes. Mais en dehors de ce danger-là, il y a le vrai danger de la foudre des orages. Et Stéphane, toi tu es vraiment spécialiste de cette question-là, et tu as d'ailleurs fait une étude sur le foudroiement pour la revue La Météorologie. Alors justement, on va voir avec toi qui sont les personnes foudroyées, quels sont les profils les plus foudroyés. Je crois qu'il y en a une dizaine de personnes par an en France foudroyées. Oui, c'est ça, de décès. Voilà. Parce que de personnes, un peu moins, mais effectivement, généralement on survit. Donc, on survit avec des dommages quand même, des lésions neurologiques, tout à paralysie, fait, oui, etc. voilà, quand plus même, sérieusement, effectivement. Mais il y a une branche de la médecine qui s'y intéresse, qui est la chéronopathologie. Et là aussi, on a des spécialistes en France, puisque c'est une discipline qui a vu le jour en fait dans les années 80 à partir des travaux de médecins d'EDF qui a travaillé sur ces cas. Et donc, on conserve une expertise en France sur ces lésions. Alors je vais te laisser accéder à l'ordinateur pour que tu nous passes ta petite présentation justement sur les risques de foudroiement et les personnes foudroyées. Eh ben, vas-y, ok, merci Karine. Alors, si j'arrive à me dépatouiller à la fois... Attends, parce qu'il me faut 3 mains là. Alors, je ne sais pas si on peut projeter ça, c'est possible? Faut déjà le télécharger avant. Hop. Alors, en attendant peut-être qu'effectivement on arrive à la... C'est sur le bureau ? Bon, je vais commencer par une question simple, tant que ça arrive. C'est à votre avis, qui sont les personnes les plus foudroyées, tout simplement? Qui a une idée?
Les golfeurs, très bien. Alors c'est génial parce que c'est exactement la réponse qu'il me fallait. Je suis désolé, tu vas être mon cobaye. Mais les golfeurs, très bien. Autre. Oui. En portant un parapluie, oui, ok. Les joueurs de foot, oui. Les électriciens d'EDF, oui, voilà, parce qu'effectivement. Alors, la première réponse est vraiment très intéressante parce que c'est une des raisons qui a motivé cette étude. Étude qu'on a menée avec un de mes confrères de Météo France, donc qui est à l'École nationale de la météorologie, et on a analysé en fait l'accidentologie des 10 dernières années parce que justement il y a ce mythe un peu du golfeur foudroyé qui revenait très souvent dans les conversations et depuis des années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parlait d'accidentologie, notamment avec les médecins, les chironopathologues en France, me disaient moi j'ai pas vu de cas de golfeurs, je soigne des gens qui ont été frappés par la foudre, mais ce ne sont pas des golfeurs. Et donc effectivement, on s'est aperçu que la crainte du golfeur est un peu trop, en tout cas n'est pas réel au sens statistique. Donc, vous voyez là, je vous ai mis quelques idées reçues. Donc, généralement, on pense que la plupart des gens sont foudroyés en montagne, que ce sont souvent des randonneurs et des golfeurs. Non, mais c'est très bien. Hein, je veux dire, ta réponse est très bonne et montre justement, finalement, elle justifie le fait de faire des études de ce type pour justement aller à l'encontre de quelques idées reçues. Voilà. Une autre aussi également, alors celle-là elle est un peu, on touche à la sécurité, sur le fait que les accidents surviendraient essentiellement dans des situations extrêmes et notamment on pense que la plupart des accidents surviendraient en cas de vigilance orange ou rouge. Voilà. Et puis enfin une dernière idée reçue sur le fait que ces accidents, on est très fataliste. Hein. Une fois qu'un accident est survenu, de toute façon, on sait que les orages, c'est imprévisible et soudain et on ne pouvait rien faire. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est globalement faux. Alors, je ne sais pas si tu veux que je les passe. Je vais essayer de les passer un peu vite pour laisser exactement. Donc vous voyez, là par exemple, une idée selon laquelle ça ne viendrait que dans des zones à forte activité orageuse. Vous voyez le cas en haut à Édimbourg, au nord d'Édimbourg, c'est une zone où il y a 2 orages par an. 2 orages par an. Voilà. Donc ça ne frappe pas forcément que ces zones-là. Là également, le profil les lieux, hein, c'est-à-dire que on voit que 21% surviennent sur l'espace public, les rues, les parcs, les forêts, 19% sur le lieu de travail et 13% en randonnée. Donc effectivement, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun danger pour les golfeurs et les randonneurs, au contraire. Hein, mais très souvent, en fait, parce qu'en randonnée, c'est justement très dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on peut difficilement se protéger, on est d'accord. Mais ce ne sont pas la majorité des accidents. Voilà, et donc, après j'ai eu le foot. Effectivement, hein, il y a un cas assez célèbre dans le nord de la France en 2019, lors d'une vigilance orange, d'accident qui devrait nous inciter à davantage de prudence, notamment en cas de vigilance. Et donc cette étude-là, elle a quand même à un moment donné révélé que la plupart des accidents en France étaient survenus dans des cas où, alors, il y a eu... Je dirais, la chose importante, c'est qu'il n'y a aucun accident qui est survenu en cas de non-vigilance météorologique. Donc ça, c'est quand même très important, hein, donc de niveau vert. Mais par contre, vous voyez que 84% des accidents sont survenus dans des cas de vigilance jaune. Or, les cas de vigilance jaune doivent être bien compris par le public, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une graduation dans le risque. Ce n'est pas qu'en jaune, la foudre ne va pas me tuer. Vous voyez que 50 000 ampères, il n'y en a qu'un, ça suffit. Hein. Voilà, c'est simplement que en jaune, on peut avoir des phénomènes locaux et donc le cas de l'orage, c'est justement très souvent un phénomène local. Donc attention à ne pas sous-estimer la vigilance jaune. Pour moi, si vous devez retenir une chose par rapport à la sécurité, c'est quand même ne pas sous-estimer ce jaune. Le cas aussi, le fait que ce n'est pas un risque saisonnier, hein, dans nos esprits, on identifie, on associe l'orage à une activité en été, effectivement. Vous voyez, les proportions, c'est à peu près 70-15-15. 70% en été, 15% en automne et au printemps et un peu moins de 1% en hiver. Ça, c'est la population. Mais par contre, sur la dangerosité, là aussi, les orages d'hiver,
hein, sont, un peu comme en Bretagne, de très forte amplitude. Donc là aussi, ne pas sous-estimer les orages d'hiver. Sur le type d'activité, donc vous voyez là aussi, il n'y a pas que des golfeurs. Hein. Les golfeurs, eh bien, en fait, il y a autant de golfeurs que d'éboueurs qui ont été victimes de foudroiements sur ces 10 dernières années. Voilà, donc je ne vais pas vous dresser la liste, vous la voyez apparaître, mais qui montre qu'en fait, finalement, ce qu'on doit retenir, c'est que toute activité extérieure est forcément dangereuse. Et donc, il faut faire un peu comme les Américains ont au moins au niveau éducatif cette formule que à peu près tous les écoliers connaissent, hein, When Thunder Rolls, Go Indoors, qui est, je dirais, la seule chose à retenir, puisque c'est la seule consigne qui peut permettre de sauver une vie. Toutes les autres ont très peu d'importance, ou en tout cas moindre. Voilà. Et enfin, sur le caractère imprévisible ou soudain des orages, là aussi, ça peut arriver. J'ai des cas, hein, j'ai analysé des cas où effectivement on a un orage qui se forme, qui est brutal, mais en fait ces accidents-là surviennent la plupart du temps justement sur des situations stationnaires, sur des situations avec des orages qui sont très peu mobiles, qui en plus ne donnaient pas nécessairement beaucoup d'activité électriques et qui ont peut-être contribué à faire baisser de vigilance justement les personnes qui ont pu se dire bon finalement l'orage est passé, je peux reprendre une activité normale. Et ça aussi, attention, hein, attention à ne pas reprendre votre activité. Là je suis en train de finir une étude qui montre notamment que la règle des 30 minutes n'est pas une règle qui vous assure une totale protection. Vous savez, la règle des 30 minutes, c'est la règle qui veut que à partir du moment où vous n'entendez plus gronder le tonnerre pendant 30 minutes, vous pouvez ressortir. Voilà. Or, on a des cas d'accidents qui surviennent bien plus que 30 minutes après. Voilà. Donc, pardon, j'étais un peu long. Je veux pas. On a encore quelques minutes. Bon. Et donc, et enfin, alors on voit mal peut-être sur cette image. Tous ces petits points orange sont des points des impacts de foudre. Donc, vous voyez, la foudre ne frappe jamais au même endroit. Bon, bien sûr que c'est faux, et je sais que parmi vous, je pense qu'il n'y a personne qui devait encore y croire, mais non seulement elle frappe de manière répétitive, vous voyez, mais là, en l'occurrence, eh bien, on a sur un même site, en 2019, 2020, 2021, chaque année, de l'activité orageuse et des impacts de foudre qui frappent les installations et les zones. Voilà. Merci Stéphane, c'était très complet, merci. J'ai juste une dernière question pour Serge, avant de vous laisser la parole et de vous laisser poser quelques questions. Serge, si tu avais un conseil à ceux qui débutent la chasse à l'orage, qui est quand même une activité à prendre au sérieux, on l'a dit. Alors pour tous ceux qui débutent, il ne faut pas le faire tout seul. C'est un peu le petit message qu'on a à ne pas reproduire chez soi à la télévision. Là, c'est exactement pareil, parce que chasser l'orage, c'est pas une activité anodine, c'est une activité dangereuse. Et le risque le plus important, c'est d'ailleurs la route. Je le rappelle, les sangliers, les cerfs, la nuit, on est tout seul. Tu as failli mourir plusieurs fois, je crois, toi d'ailleurs. Hein. Moi, je me suis pris un chien, un sanglier, et j'ai failli me faire foudroyer 3 fois. Après, il y a la foudre. Ça, il faut pas le dire à ma mère, parce que sinon elle va m'interdire de sortir. Ni à ma femme d'ailleurs. Hein. Oui, donc j'ai failli me faire foudroyer dans un cas d'éclair extra nuageux. C'est un orage qui venait de se former, qui n'avait pas encore donné de précipitation, et donc premier éclair en plus sur le littoral, donc j'ai vu que ça s'accumulait tous les cas les plus graves, qui a en plus foudroyé des personnes sur une terrasse. Moi j'étais à 40 mètres à peu près, ça va. Ça va. C'est relatif. Oui, donc c'est très dangereux. Pour éviter les risques de la route, l'endormissement, il faut être au minimum 2. Ensuite, pour éviter de se faire foudroyer, il faut être accompagné de chasseurs d'orage expérimentés, donc n'hésitez pas à vous retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes par région. Donc il faut plusieurs années, plusieurs saisons de chasse pour ensuite sortir, chasser seul. C'est vraiment à ne pas reproduire chez soi. C'est toujours une bonne idée de faire du covoiturage, notamment pour l'empreinte carbone, les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique, on le rappelle. Tout à fait, oui, on peut être 2 ou 3, bon, en général pas 4 parce qu'après il y a tout le matériel, les trépieds. Mais on est en général 2 ou 3 parce que ça coûte cher maintenant. Et c'est pour limiter aussi l'impact du changement climatique. Et c'est ennuyant d'être tout seul à 3h du matin dans la forêt avec des sangliers qui vous tournent autour. Je vous préviens, c'est pas forcément le plus agréable. C'est voilà. Sûr. Est-ce que vous avez des questions, soit pour Serge, soit pour Stéphane? On a 4-5 minutes, donc n'hésitez pas, soyez pas timides. On vous passe le micro. Questions sur la chasse à l'orage, sur la foudre, sur les alertes. Ah, une question.
Bonjour, déjà merci beaucoup de votre présentation. Serge, une question. Quel est le phénomène le plus impressionnant que vous avez pu voir en France, même si on sait que voilà, ils ne sont pas forcément très impressionnants. Quel est le phénomène qui vous a le plus marqué dans votre carrière pour l'instant? Alors moi, c'est même pas un orage, c'est un arc-en-ciel de nuit. Et j'en ai vu plusieurs. En fait, un jour, je chassais l'orage. Et je suis sorti de ma voiture après le passage de la pluie. Il y avait la pleine lune qui éclairait l'orage. Et j'ai vu un arc-en-ciel de nuit. C'est quelque chose de très rare et c'est presque, on va dire, comme dans un conte de fées en fait. Parce que l'arc-en-ciel en plein milieu de nulle part, avec le calme de la nuit, il n'y a personne. Il y a des éclairs qui passent dans l'arc-en-ciel. Il y en a plusieurs sur mon site, j'en ai fait 2 ou 3 des photos. C'est vraiment le cas. Alors c'est même pas un cas extrême, c'est vraiment, voilà, encore une fois pour dire, nous on recherche un peu le côté artistique. Hein. C'est même pas un cas extrême. Après dans les cas extrêmes, je me suis retrouvé avec un orage à l'INRA de Lusignan, là où je travaillais, qui sont juste derrière dans le stand là-bas, où on a eu des grêlons qui ont détruit toutes les serres et toutes les expérimentations qu'on avait en plein milieu de la saison culturelle. Donc là, c'est vraiment des choses qui marquent, mais plus psychologiquement, puisque du coup, ça détruit nos cultures d'expérimentation, donc ça coûte encore plus cher que des cultures classiques. Voilà, c'est vraiment des choses qui marquent. Une autre question? On a 2-3 minutes, donc 1 ou 2 questions. Ah, il y en a une. Bonjour à tous. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une expérience de mon grand-père. En fait, c'était en plein été et il y avait un cumulus et le ciel était bleu. Et d'un coup, il était assis sur le banc et d'un coup, il l'a eu. Alors, il n'a pas vu la foudre, mais elle est tombée sur la cheminée. Et pourtant, il s'est dit au départ, c'est juste un nuage de rien du tout, je m'en méfie pas, quoi. Donc c'était juste pour... Mais voilà. Ces phénomènes-là sont assez fréquents. Les Américains appellent ça bolt in the blue. Et on a des phénomènes, de ce type qui surviennent, qui sont pas... voilà, ça m'étonne pas beaucoup. Vous n'avez pas vécu quelque chose de... Enfin, voilà, en tout cas, ça confirme ce que vous dites. C'était si vous vouliez être rassuré. Une dernière question éventuellement et après on clôture. Oui. J'avais une petite question. Vous êtes devenu chasseur d'orage par choix ou c'était une passion déjà de base? On m'a pas forcé de devenir chasseur d'orage, c'est un choix. Hein. En fait, quand on s'intéresse à la météo, moi j'en avais marre de regarder le temps qu'il faisait par ma fenêtre. J'avais vraiment envie de suivre ces orages. Je savais même pas qu'il y avait des chasseurs de tornades, je savais même pas qu'il y avait d'autres chasseurs d'orage en fait. C'est juste une volonté indépendamment. Quand j'étais jeune, je voulais vraiment sortir. Et voilà, comme j'ai dit au début, je suis né pour ça. Et je pense que la plupart des chasseurs qui sont ici, ils arriveraient même pas à expliquer en fait pourquoi ils veulent suivre. Il y a quand même une petite explication que j'ai au fil du temps, que je répète souvent. C'est, vous savez, quand quelque chose relie un peu le dangereux, le beau et l'aventure, c'est quelque chose qui nous attire, on ne sait pas pourquoi. Et même, on pourrait dire à n'importe quelle personne, en fait, même à Paris, dès qu'il y a un orage, en fait, on est attiré, mais à la fin, on a peur. Et c'est cette opposition entre la beauté, l'aventure et la peur qui fait que ça nous attire, sans vraiment d'explication. Merci Stéphane et Serge. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur présentation. Merci aux organisateurs aussi. Merci à Karine pour son rôle et sa préparation, parce que c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps. Merci puis beaucoup. À Morgane et à tous. Et Stéphane, tu pourrais juste me dire le truc qui est foudroyé tous les ans, où c'est que j'habite là-bas? Ah non, là il faut payer. Non, là on est sur... C'est Tarragone en fait, on n'est pas en France là. Ah bon, on est en Espagne. Mais si ça t'intéresse, j'ai plein d'endroits de ce type. Embouteillage de chasseurs d'orage à Tarragone à venir. Un nouveau repère. Voilà. En tout cas, prudence à tous. Si vous chassez l'orage, c'est vraiment une activité dangereuse, j'insiste dessus. Serge vous a prévu un petit cadeau, des photos pour chacun, la photo gagnante du prix mondial. Il vous l'a imprimée pour chacun, donc n'hésitez pas.